Bonjour, merci à tout le monde. Donc, je vais présenter quelques réflexions, si ça fonctionne, voilà, sur les questions de différenciation entre espèces, en prenant en particulier le cas de l'expérimentation animale et en m'attachant en particulier à l'étude de cas qui est représentée par l'interdiction d'utilisation des grands singes dans l'expérimentation animale. Sachant que c'est aux États-Unis en particulier où beaucoup de débats ont eu lieu sur cette question. Alors rapidement, la situation du problème que vous connaissez tous, que dans les différentes approches d'éthique animale, on considère tous les animaux sentients qui ressentent la souffrance comme équivalents au sens des droits des animaux et qu'il n'y a pas de différence spécialement à faire. Et que, évidemment, en pratique, c'est tout l'inverse qui se passe. Il y a de fait, alors ce n'est pas toujours la même hiérarchie chez tout le monde, mais on considère dans le sens commun que le monde animal n'est pas une catégorie homogène et qu'on adopte des regards multiples. Alors, c'est entre espèces, évidemment, entre le mignon petit chaton d'une part ou la vipère d'autre part, on a vite fait le choix et la vipère est en général assez mal considérée. Et qu'on a tendance à privilégier les animaux mignons ou utiles, sachant que les animaux utiles, ce n'est pas forcément toujours à leur avantage, c'est même assez rarement à leur avantage, comme les animaux d'élevage ou de laboratoire, mais aussi on a les chiens militaires qu'on décore et qu'on récompense. Il y a de ces différences entre espèces, il y a aussi des différences au sein même d'une espèce, puisque j'ai pris deux exemples comme ça, mais on pourrait les multiplier. Le chien est à la fois un animal de compagnie, un animal qui aide à chasser, qui sauve, on s'en sert pour l'expérimentation animale dans certaines souffrances, on s'en sert pour diagnostiquer le Covid, on l'aide, il sert d'aide pour les aveugles, enfin bon, il a de multiples rôles, et en fonction de ce rôle, le regard, évidemment, est considérablement différent. Donc, tout ça est bien connu. Il y a donc des multiples critères de hiérarchie des espèces, de fait, alors plus ou moins implicites, selon l'aspect repoussant ou attachant, donc l'historique de compagnonnage, les possibilités de domestication, l'utilisation pour l'alimentation, les capacités cognitives, etc. Tous ces critères coexistent en réalité, sans spécialement qu'il y ait une cohérence objective ou une cohérence recherchée même. Ce qui a l'air de compter le plus, c'est finalement la valeur instrumentale de l'animal, sans considération pour son bien-être, ou encore que ça peut arriver, ou ses droits, en tout cas. Et puis, évidemment, on peut rappeler que la cohérence, ce n'est pas du tout, contrairement à ce qui est dit, le premier paramètre de fonctionnement de la cognition humaine. Ça a été démontré plein de fois. Alors, sachant que par ailleurs, sur le plan de la biologie de l'évolution, les biologistes de l'évolution disent qu'il n'y a pas d'espèce supérieure à une autre de façon intrinsèque. C'est qu'il y a simplement des espèces à un moment mieux adaptées à leur environnement qu'à d'autres à un moment donné. Il n'y a pas d'histoire de supériorité en principe. Alors, juridiquement, il y a quand même une chose enfin, plusieurs choses qui existent. En général, il y a un refus de la souffrance animale. Donc, c'est interdit de taper sur son chien ou surtout de taper sur le chien du voisin, et a fortiori de le tuer. Mais il y a plein d'exceptions. Donc, la corrida, la chasse ou l'expérimentation animale. Donc, j'ai remis l'article du Code rural qui détermine ce qui est interdit en termes de mauvais traitement. Donc, il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques, ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Et il en est de même pour les expériences biologiques, médicales et scientifiques, qui doivent être limitées au cas de stricte nécessité. Alors ça, c'est dans l'architecture législative sur l'expérimentation animale. C'est le premier article important, avec cette notion de stricte nécessité, qui évidemment n'est pas définie du tout. Mais on assume par là, et c'est ce qui est développé ensuite dans la réglementation, c'est qu'une souffrance induite chez un animal, alors même qu'on l'interdit, peut se justifier s'il en ressort un plus grand bien pour l'espèce humaine en termes d'avancée des connaissances sur la santé humaine ou l'avancée des traitements. Donc c'est une position tout à fait utilitariste qui suppose qu'on puisse calculer un rapport coût-bénéfice
Rapport qu'en réalité, on ne calcule jamais, mais c'est le principe théorique. Alors, l'expérimentation animale en France, ce diagramme est le plus récent qu'on puisse trouver, c'est 2019. C'est un peu moins de 1,9 million d'animaux. Alors, c'est essentiellement une affaire de rongeurs, hein, de poissons, mais il y a quand même presque 5000 chiens, 3300 primates non humains, 1000 chats, et puis des chevaux, des bovidés, plein de volailles, etc., qui sont utilisés à un titre ou à un autre, soit en recherche fondamentale, soit pour tester des produits destinés à la santé humaine avant mise sur le marché. Alors, dans l'expérimentation animale, et c'est là où le débat dans lequel je cherche à rentrer, il existe une hiérarchie, enfin, il y a la hiérarchie entre espèces, pardon, il existe. Alors, à plusieurs titres. Il y a d'abord une toute première distinction qui est faite, alors pas que dans l'expérimentation animale, à dire vrai, entre les vertébrés et les céphalopodes, d'une part, qui sont sous le régime de la réglementation sur l'exploitation animale et qui sont d'une certaine manière protégés par cette réglementation. Une protection toute relative, mais enfin, il y a quand même des règles et des principes qui sont rédigés. Ça, c'est une première catégorie. Et l'autre catégorie, c'est tous les autres invertébrés, parce que les céphalopodes avaient gagné, ont récemment gagné, ils ont gagné un grade. Ils sont mis avec les vertébrés. Mais tous les autres invertébrés, donc dans la mouche drosophile qui est très utilisée en recherche, le ver de terre C. elegans, qui est également découpé en morceaux sans arrêt, les crustacés, etc., qui sont considérés comme des alternatives à l'exploitation animale. Alors, bon, c'est quand même des animaux, mais bon, ils ne sont pas mis sur le même plan. Donc ça, c'est une première hiérarchie qui est faite. Et puis, dans la réglementation européenne, il y a une distinction de fait subtile entre les primates non humains, chiens et chats, et tous les autres. Alors, les primates non humains, donc en expérimentation animale, c'est essentiellement les macaques rhésus qui sont utilisés. Il y a des articles de la directive européenne qui leur sont spécifiques, où on détaille le fait qu'il faut apporter une attention éthique particulière, que toutes les utilisations ne sont pas autorisées, donc on n'a pas le droit, par exemple, de les utiliser dans l'enseignement. Il faut faire attention à ce qu'on fait en termes de primates non humains. Et pour les primates non humains, chiens et chats, qui, dans d'autres articles, sont mis dans la même catégorie, il y a l'idée d'avoir une traçabilité très forte et très stricte de leur vie, enfin pendant leur durée de vie, donc avec un dossier individuel, un marquage, une identification et l'idée que quand c'est possible, après l'expérimentation, il faut faire en sorte, quand c'est possible, donc de les replacer après dans des refuges ou chez des gens. Voilà, ce qui est de temps en temps fait, en fait. Il y a quelques animaux qui en échappent après avoir subi des explantations en général légères, hein, mais, donc ça arrive. Quand on lit les résumés de projets autorisés pour l'explantation animale, donc rédigés par les chercheurs eux-mêmes, on lit assez souvent que des explantations sur les rongeurs ou les poissons zèbres constituent des alternatives plus éthiques que l'utilisation des primates non humains. Donc, enfin, tout cet ensemble d'observations montre à l'évidence qu'il y a une très forte hiérarchie dans l'esprit du monde de la recherche qui retrace la hiérarchie du sens commun en général, mais là, c'est assez marqué. Enfin, c'est même marqué dans la réglementation. Alors, dans les enquêtes d'opinion, quand on interroge les personnes, on s'aperçoit évidemment que les personnes sont davantage opposées à l'expérimentation sur le chien que sur la souris. Ça va dans le même sens, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut là parler d'un spécisme particulièrement grave, ou est-ce que c'est simplement une position pragmatique et finalement peu réfléchie? Enfin,
qui simplement retrace la culture de la société. C'est évidemment, les deux sont d'ailleurs pas incompatibles. Mais les questions de fond, c'est qu'évidemment, si on considère que la souffrance est le principal critère de jugement, pourquoi la souris serait plus utilisée que le primate? Sur le plan de la souffrance, ils sont équivalents. Mais en même temps, lorsqu'on voit un chercheur qui réalise des expériences sur le poisson zèbre, alors j'ai beaucoup de respect pour le poisson zèbre, mais il faut reconnaître que par rapport au macaque, on a quand même tendance à considérer qu'il y a un léger progrès qui est réalisé. Donc entre ces différentes positions, si on voulait objectiver les choses et voir est-ce qu'il y a des critères qui permettent de fixer des seuils, des hiérarchies qui pourraient être opposables, on est à la recherche de critères. Enfin, ces arguments sont bien connus des spécialistes de l'éthique animale. Mais, donc on avait le critère de sentience est lié à la possibilité, à l'existence de circuits qui relaient la douleur. Ça, c'est l'évidence. Et donc, en général, on a tendance à considérer que finalement, c'est dans le niveau de développement du système nerveux qu'on peut établir une hiérarchie entre espèces. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a un continuum de capacités cognitives dans le monde animal et qu'on ne sait pas très bien où fixer une frontière dans ce continuum et que même le continuum va jusqu'à l'intérieur de l'espèce humaine, puisqu'il a été observé depuis longtemps qu'il y a des individus humains qui ne disposent pas des capacités cognitives minimales que n'importe quelle souris possède. Donc tout ça laisse perplexe. Alors, in fine, les tenants du spécisme retiennent le critère de conscience de soi, donc le niveau le plus élevé de la conscience, mais c'est assez tautologique, c'est-à-dire qu'on définit l'humain par ce qui nous distingue de l'animal. Et on dit, bah voilà, c'est ça qui est spécifique de l'humain, c'est ce qui nous différencie de l'animal sans qu'on arrive vraiment à complètement bien le définir. On voit bien que si on avait pris l'odorat ou d'autres sens comme critère de hiérarchie, on aurait une autre hiérarchie. Bon, fort de toute cette discussion, il reste que les grands singes ont un statut privilégié et donc on a interdit leur utilisation dans l'exploitation animale dans tous les pays maintenant. Le dernier ayant été les États-Unis et aussi le Gabon. Enfin, ça, il y a moins de documentation sur ce qui se passe au Gabon dans ce domaine. Donc, je me suis intéressé surtout aux États-Unis. Donc, en Europe, à savoir que la directive de 2010 inscrit dans le marbre que les grands singes ne sont pas utilisés dans des procédures, sauf exception. Alors, il n'y a jamais eu d'exception. En fait. On garde toujours une clause de sauvegarde au cas où un jour il y aurait une maladie particulièrement grave et qu'il faille sacrifier quelques chimpanzés pour trouver le traitement, mais c'est un peu une vue très théorique. En réalité, en Europe, la dernière utilisation de chimpanzés dans l'exploitation date de 1999. Le Royaume-Uni avait déjà interdit en 1997. Enfin bon, en Europe, ça fait assez longtemps. Aux États-Unis, ça a été 2015, la véritable date d'interdiction. Ça a été beaucoup plus tardif et le débat beaucoup plus vif. Et c'est sur ce débat que je voulais insister un petit peu. Historiquement, les chimpanzés étaient utilisés pour des maladies infectieuses. Donc, on a beaucoup dit qu'ils avaient été absolument indispensables pour la mise au point du vaccin contre la polio, de même que contre l'hépatite B, que c'est grâce aux chimpanzés qu'on a découvert, enfin, qu'on a pu identifier le virus de l'hépatite C. Donc, il y avait beaucoup de recherches sur les maladies infectieuses en raison d'un système immunitaire très proche du nôtre. Le NIH, qui a donc étudié la question dans les années 2010, a fait une analyse rétrospective sur les 110 projets financés et donc 44 portaient sur l'hépatite, donc c'était le gros secteur, 13 sur la génomique comparative. Mais là, il faut signaler que la génomique comparative, c'est des recherches très peu invasives. En général, ça consiste à faire des prises de sang répétées. C'est pas du même tonneau que de filer une hépatite virale à un individu. Il y en a eu 11 projets de recherche pour la recherche en neurosciences, 9 sur le sida, etc.
Pour ces recherches, l'NIH avait dû mettre en place un programme d'élevage dans des sanctuaires aux États-Unis, puisqu'il était interdit à un moment donné d'importer des chimpanzés, vu leur état de menace en Afrique. Donc des élevages ont été mis en place avec un coût assez élevé, et ce coût avait été jugé justifié pour des recherches sur ces maladies infectieuses. Et dans le secteur privé, par ailleurs, chez les industriels du médicament privé aux États-Unis, le chimpanzé est utilisé pour les études de sécurité, de toxicologie, de pharmacocinétique, surtout pour des médicaments anti-infectieux et des vaccins. Et parallèlement, dans ce contexte, il y avait une opposition croissante de l'opinion et de nombreuses associations, de certains élus, des sénateurs qui avaient râlé, des scientifiques eux-mêmes qui trouvaient que ça commençait à suffire, surtout que les États-Unis étaient devenus le dernier pays au monde à continuer ces pratiques. Alors, la chronologie a été rapidement la suivante. En 2000, le Congrès américain a voté un acte qui programmait la fin du programme d'élevage et obligeait les sanctuaires à garantir des soins sur toute la vie des animaux. Donc, pas d'euthanasie de convenance, ce qui augmentait singulièrement le coût de prise en charge, vu que quand on ne les rend pas trop malades, un chimpanzé peut vivre quelques décennies. Et donc, le problème du coût est devenu important. En décembre 2010, suite à différentes pressions et face à ce problème d'hébergement et de coût, le NIH a commandé une étude à l'Institut de médecine, l'IOM, pour analyser le besoin en chimpanzés sur le plan scientifique. Je vais y revenir donc tout de suite après. En 2013, le NIH a produit, sur la base du rapport précédent, des recommandations indiquant qu'ils allaient arrêter, mais qu'ils allaient garder une cinquantaine de chimpanzés au cas où s'il y avait une maladie émergente qui arrivait. Entre-temps, en juin 2015, l'organisme de la vie sauvage a inscrit les chimpanzés comme espèces en danger. Et donc, en novembre 2015, en gros, le NIH a abandonné l'idée et a annoncé qu'il arrêtait complètement la recherche sur les chimpanzés, qu'ils envisageaient donc la mise à la retraite des derniers chimpanzés concernés, avec quelques difficultés. C'est un débat qui a duré des années, qui dure encore d'ailleurs. Les derniers chimpanzés, étant vieux et malades, restent là où ils étaient. Alors, ce rapport de 2011 de l'Institut de médecine était centré, enfin c'était la demande du NIH, sur la nécessité de l'utilisation des chimpanzés dans la recherche pour faire progresser la santé humaine et pour déterminer la sécurité des nouvelles stratégies de prévention et de traitement, etc. En envisageant des alternatives que sont les autres primates non humains. Alors déjà, comme alternative, c'est assez moyen, enfin bon, les souris génétiquement modifiées et des systèmes in vitro in silico ou des essais cliniques chez l'homme. Quand dans l'expérimentation animale, en principe, quand on parle d'alternatives, on parle que des systèmes in vitro in silico. On ne parle pas de macaques au lieu de chimpanzés, ça c'est pas une alternative. Et alors, ce qui était marrant et intéressant, c'est que la demande du NIH était de ne pas s'intéresser au coût ni aux implications éthiques. C'est-à-dire que c'est les deux critères qui faisaient que, en fait, on est arrivé à l'interdiction d'utilisation des chimpanzés, c'est-à-dire le coût d'une part et les implications éthiques d'autre part, alors défendues par des groupes différents, n'entraient pas dans le champ de la réflexion. La réflexion était uniquement de savoir, à partir du moment où on a des arguments pour arrêter, est-ce qu'on loupe quelque chose sur le plan scientifique en n'utilisant plus les chimpanzés? Alors, la réflexion de cet institut était intéressante parce qu'elle a dit, certes, on nous a demandé de ne pas regarder les implications éthiques, mais les questions éthiques sont là, et donc on est obligé d'en tenir compte. Et donc de voir à partir de quand la justification pour mener des recherches à l'aide de ce modèle animal est justifiée. Alors, c'est le dernier paquet qui est important, là, que j'ai mis en gras. Imposer des exigences pour justifier l'utilisation d'espèces supérieures est une reconnaissance implicite que l'utilisation d'animaux supérieurs entraîne des coûts moraux plus élevés.
Ainsi, l'utilisation de chimpanzés doit faire face aux exigences de justification les plus strictes et aux contraintes qui reconnaissent les caractéristiques qui rendent les chimpanzés uniques parmi les sujets de recherche animale. Donc, on a là, noir sur blanc, évidemment, et en gras en plus, l'argument de hiérarchie des espèces, et on parle d'espèces supérieures de façon extrêmement claire. Et en creux, on voit que, en plus, pour ces espèces supérieures, il va falloir arrêter l'expérimentation. Alors, des principes ont été proposés. Donc, c'était en 2011, donc ce n'était pas encore pour l'interdiction, mais on allait y arriver. Des principes avaient été rédigés au nombre de 3. Donc, les connaissances acquises doivent être nécessaires pour faire progresser la santé humaine, évidemment. Il ne doit y avoir aucun autre modèle de recherche par lequel les connaissances pourraient être obtenues, y compris sur des sujets humains. Et les animaux utilisés doivent être maintenus dans des environnements physiques et sociaux éthologiquement appropriés ou dans des habitats naturels. Merci Marie-Claude. C'est bien gros, là, cette minute. Donc, alors, c'est intéressant parce que ces 3 principes vont de soi. D'ailleurs, existent dans toute la réglementation dans les pays développés qui font de la recherche biomédicale. On a en gros ces principes-là. C'est les principes de stricte nécessité que j'ai rappelé au début. Que évidemment, les connaissances attendues doivent être importantes et qu'on ne peut pas faire autrement. Et qu'en tout cas, de toute façon, il faut que les animaux soient correctement traités. Et sur ces principes, en fait, l'Institut de médecine a conclu qu'en fait, même si dans le passé, il a été un modèle animal précieux, que maintenant, son utilisation est inutile. C'était assez frappant de voir qu'il reconnaissait que finalement, des recherches pourtant sur les animaux les plus proches de l'homme étaient inutiles. Ça a fait beaucoup réfléchir les associations qui s'occupent de ça. Alors, il mettait deux bémols, qui avaient encore 2 utilisations possibles. C'était les thérapies par anticorps monoclonaux et la recherche sur le vaccin contre l'hépatite C. Il y avait à ce moment-là, visiblement, un projet de vaccin qui était en test et qui n'a d'ailleurs pas été... qui n'a pas abouti. Mais donc, pour ces 2 raisons, il disait qu'il y avait encore besoin un petit peu. Le NIH, en 2013, donc, a émis lui-même des recommandations sur ces bases. Et je ne vais pas tout lire ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris à leur compte les principes édictés par l'Institut de médecine. Et sur ces principes, ils ont annulé des projets en cours et ils ont dit que pour les prochains projets soumis, ils allaient appliquer ces principes. Et de fait, il y a eu une seule nouvelle demande et qui a été en fait rejetée. Donc, l'application stricte des principes, des 3 principes que j'ai évoqués là, il y a 2 planches, avait suffi pour arrêter finalement ces expérimentations. Alors, il y en avait encore pour dire, c'est la citation du milieu est frappante. En 2012, il y avait un chercheur, Trevet, qui lui-même dirigeait un institut et un sanctuaire de chimpanzés, disait « Les progrès médicaux issus de la recherche biomédicale avec les chimpanzés ont sauvé des millions de vies humaines. » Je ne sais pas comment ils calculent les millions, mais enfin. Et les futures recherches sur les chimpanzés pourraient sauver des millions de vies supplémentaires. Ne sacrifions pas ces vies en ignorant les recommandations du rapport. Machin. Il y avait encore des chercheurs extrêmement vigoureux qui étaient contre l'interdiction. Alors, pour conclure, donc, les grands singes ont donc acquis ce statut spécifique qu'ils avaient en fait dans l'esprit du public, hein, mais pour les chercheurs, ils sont maintenant complètement à part. Maintenant, il paraîtrait monstrueux à tout chercheur, en particulier en Europe, de travailler sur des chimpanzés, alors que jusqu'en 2013, il y en avait encore aux États-Unis. Et puis, il y en avait pas mal, hein, c'était des centaines. Mais tout ça s'est fait au détriment des autres primates humains et des autres espèces. Et on voit bien que la réflexion du NIH a été centrée sur l'utilité scientifique et pas sur le problème moral, même si évidemment ce problème moral était en arrière-fond porté par le public et par les associations. Donc là, on a vu à ce moment-là, c'est comme pour les cosmétiques, l'importance du poids de l'opinion publique dès qu'elle est bien organisée contre une pratique. Et finalement, il reste des questions. Est-ce que le fait d'avoir épargné ainsi les grands singes ne reporte pas, dans un temps très lointain, l'abolition de l'expérimentation animale pour les autres espèces?
Et puis, d'une manière générale, quelle que soit la façon de prendre les choses, si un seuil était trouvé à une hiérarchie entre espèces, on aurait toujours le risque de sacrifier toutes les espèces en dessous de ce seuil. Il y a quand même eu deux points au moins positifs dans ces travaux aux États-Unis. C'est qu'on a vu qu'en édictant des critères et principes tout à fait simples, hein, de dire qu'il faut des expérimentations utiles et qu'il n'existe pas d'alternative, l'application de ces critères par un comité pluridisciplinaire indépendant a suffi à annuler ou refuser certains projets. Et à un moment du rapport, il était posé aussi la question de la recherche fondamentale, non directement destinée à mettre au point un traitement. La question restait ouverte, mais c'était intéressant qu'elle soit posée. Comment apprécier l'apport de la recherche fondamentale dès lors qu'on utilise des animaux évolués? Il n'y avait pas eu de réponse vraiment donnée, mais c'est intéressant que la question soit posée. Voilà, je vous remercie.